Elle faisait tournoyer la tige de son verre à vin comme si elle remuait un chaudron. Peut-être que je devrais juste partir une semaine, dit-elle assez fort pour couvrir la musique qui jouait sur son téléphone. Te laisser voir ce que ça fait sans moi pour nettoyer tes dégâts. Ses amis rirent, de vrais rires gutturaux qui fusèrent trop vite pour être sincères. Je me tenais de l'autre côté de l'îlot de cuisine, un torchon à la main, fixant les restes d'un dîner que j'avais préparé pour elles toutes. Poulet rôti, pommes de terre au romarin, une bouteille du bon vin. On aurait dit que je les avais toutes giflées avec. Elle croisa mon regard, me défiant de protester. Je ne l'ai pas fait. Si c'est ce dont tu as besoin, dis-je en pliant soigneusement le torchon sur le comptoir. C'est tout ce que je lui ai donné. Pas de voix haute, pas de supplication, juste un ton plat et neutre, comme si j'approuvais un ordre de travail. J'ai à peine vu l'éclair dans ses yeux, mais il était là. Cette pause où elle s'attendait à autre chose. Ce vide de pouvoir quand quelqu'un réalise que son appât n'a pas mordu. Elle a bu le reste de son vin d'un trait et a dit « Bien. Alors je pars demain. » Une de ses amies a applaudi. Littéralement applaudi et gloussé « Oui, ma belle. Donne-lui une leçon. » Une autre s'est penchée pour lui murmurer quelque chose, ses yeux se tournant vers moi comme si j'étais le concierge dont elle médisait. Aucune d'elles n'a remarqué que mon expression n'avait pas changé. C'est à ce moment-là que j'ai su exactement comment cela allait se dérouler. Pas le drame, pas les larmes, pas les disputes, mais le silence. Parce que lorsque quelqu'un pense vous avoir acculé avec une performance et que vous ne jouez pas votre rôle, c'est là que tout le théâtre s'effondre. Cette nuit-là, elle a fait ses valises bruyamment, de manière théâtrale, jetant ses vêtements dans son sac de voyage avec la même énergie qu'elle utilisait pour critiquer ma conduite. Elle a laissé la porte ouverte, comme si je pouvais entrer et la supplier de ne pas partir. J'étais dans le garage, en train de huiler les charnières de l'armoire à outils qu'elle disait que je n'utilisais jamais. Le matin, elle était partie. Son parfum flottait dans le couloir comme de l'arrogance. Un expresso à moitié bu sur le comptoir, une brosse à dents encore dans le pot, comme si elle voulait garder un pied dans la maison. L'audace était presque artistique. Son nom était encore sur tout, la maison, les comptes, la licence de son entreprise. Pourtant, elle est partie comme si c'était une jolie démonstration de force, une punition de 7 jours. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que depuis 11 mois, je travaillais tard, pas seulement au bureau, mais avec quelqu'un d'autre. Un de mes amis, plus âgé, à la retraite, qui travaillait autrefois en droit des successions. Il me devait une faveur. Je ne comptais pas l'utiliser avant la nuit dernière. Et puisque vous êtes déjà là et que vous appréciez manifestement cette histoire, faites-nous une faveur à tous les deux. Appuyez sur ce bouton d'abonnement. Plus de 97% des gens qui écoutent ces histoires ne s'abonnent jamais. Et honnêtement, ça aide l'équipe à vous proposer un contenu encore meilleur. Alors, allez-y. Ça ne prend qu'une seconde. Bon, retour à l'histoire. Son téléphone a émis un ping juste avant midi. Une mise à jour de sa position. Elle avait oublié que j'y avais accès. Un complexe hôtelier avec spa dans un autre état, bien sûr. Semaine de réflexion, a posté son ami. Interdit aux garçons, avec des verres qui trinquent. J'ai ricané et ouvert le tiroir de mon bureau. Un dossier en manille m'attendait à l'intérieur, étiqueté d'une écriture soignée, document déclencheur. Elle l'avait déjà vu, il y a des années. Avait signé quelques papiers avec un bâillement d'ennui. Une clause ressortait maintenant, surlignée en bleu, si l'une des parties quitte la résidence principale sans préavis pendant plus de 48 heures pour des raisons non professionnelles ou médicales, l'autorité exclusive peut être transférée à la partie restante par déclaration notariée. Elle pensait que j'allais me soumettre et supplier. Au lieu de ça, je suis entré dans mon bureau, j'ai verrouillé la porte et j'ai décroché le téléphone. C'est le moment, ai-je dit. Pas de cris, pas de menaces, juste une partie d'échecs. Parce que le truc avec les leçons, c'est ça, parfois, l'élève pense être le professeur. Mais je venais d'ouvrir le manuel, et la première page était la sienne. Son départ n'était pas bruyant. Il était calculé pour être bruyant. Comme un enfant qui claque la porte juste pour voir si quelqu'un va courir après lui. Elle a même laissé un mot à côté de la corbeille de fruits qui disait « Peut-être que ce temps séparé t'aidera à grandir ». Non signé, non plié, juste posé là comme si c'était censé piquer. Je l'ai fixé quelques secondes avant de l'utiliser pour nettoyer une trace de café sur le granit. Ces informations de vol ont sonné à 11h12 depuis Charlotte.
Story privée sur Instagram. Un verre de mimosa, des jambes dans un peignoir, et la légende, la détox commence. La musique de fond, Sorry de Beyoncé. Prévisible. J'ai fermé l'application, verrouillé mon téléphone et ouvert le tiroir du bas du meuble. À l'intérieur se trouvait un vieux téléphone à clapet, non enregistré. Pas de cloud. Un seul numéro enregistré. Clark, j'ai composé. Ouais, c'est le moment, ai-je dit. Ma voix me semblait étrangère. Plate comme un tampon juridique. Clark n'a pas perdu une seconde. Tu es sûr? Elle est partie sans préavis. Hors de l'état. C'est documenté. Il y eut une pause, puis le cliquetis d'un clavier mécanique. Il tapait toujours comme s'il était au tribunal. Deux doigts, agressivement. Bon alors. Oui. Les documents sont prêts. L'air dans ma maison semblait différent. Plus léger. Pas de jugement en arrière-plan. Pas de soupir passif-agressif venant de la pièce d'à côté. Pas de verre à vin qui teinte lors de soirées entre filles à discuter de comment les vrais hommes ne suivent pas le kilométrage sur les factures d'épicerie. Juste le silence. Mon genre de silence. Je suis allé dans le bureau, j'ai ouvert l'ordinateur portable que je gardais séparé de nos appareils partagés et j'ai ouvert un dossier sécurisé. À l'intérieur, des PDF datant de 6 mois. Papier de restructuration de la fiducie, clause conditionnelle sur le titre de propriété, lettre de révocation, modification de bail de secours, chacun étiqueté avec une efficacité sèche dont elle se serait moquée jusqu'à présent. La plupart des maris dans ma situation supplient, plaident, paniquent, mais j'avais passé des années à observer l'érosion, une pique sarcastique à la fois, un mot à la mode de thérapie de soirée entre copines à la fois. Ce qu'elle appelait des limites, j'appelais ça des signaux d'alarme avec des néons. Alors je me suis préparé, non par méchanceté, juste par prudence. Clark m'a envoyé 2 documents par email avant midi. L'un pour notarisation immédiate, transfert d'agent financier principal via la clause 3.4b. L'autre, une lettre de révocation d'une seule page pour le contrôle conjoint de notre fiducie familiale, basée entièrement sur la logique du déclenchement par absence. Elle avait signé celui-là en regardant la télé-réalité, me demandant si elle avait vraiment besoin de lire tous ces trucs ennuyeux. Non, chérie, tu n'en avais pas besoin. À 14h30, j'étais assis dans le bureau du notaire. Un petit endroit, sans fenêtre, qui sentait l'encre et la poussière. Le type a à peine levé les yeux, a tamponné les 2 pages d'un clic mécanique, m'a tendu une copie et a dit, c'est tout. Vous êtes maintenant le seul contrôleur financier. Autre chose? Oui, ai-je dit. Faxez ceci au registraire du comté et envoyez une copie certifiée conforme à la société de gestion. Utilisez l'adresse que je vous ai donnée, pas celle que nous partageons. Il n'a même pas sourcillé. Je suppose que je ne suis pas le premier type à passer en mode fantôme après une escapade détox. En rentrant chez moi, j'ai pensé à la façon dont ses amis disaient toujours, tu as de la chance qu'elle te choisisse. Comme si j'étais un gagnant à la loterie d'un jeu auquel je n'avais pas participé. Mais la chance n'a rien à voir avec l'influence, et l'influence ne demande pas la permission. Je me suis garé dans l'allée et j'ai regardé notre maison. Correction, ma maison. Tout semblait identique, mais quelque chose de fondamental avait changé. Ce soir-là, j'ai ouvert une bouteille de bourbon qu'elle disait toujours trop fort pour les invités. J'ai versé 2 doigts, je me suis assis dans son fauteuil préféré et j'ai supprimé son accès à notre cloud partagé. Laisse-la faire sa détox. Moi, je désinfectais déjà. La première fois que je lui ai montré l'accord de fiducie, elle était en pleine pédicure dans notre salon, un verre de prosecco dans une main, son téléphone dans l'autre, faisant défiler des locations de vacances juste pour le plaisir. J'avais tout imprimé, codé par couleur, mis des onglets, et même surligné les parties qui, selon moi, pourraient soulever des questions. Clause 5.3, clause 9a, et surtout, clause 12c, contrôle unilatéral en cas d'absence non notifiée de la résidence principale dépassant 48 heures. Elle n'a même pas levé les yeux. Est-ce que je dois lire tout ça? Tu ne peux pas juste me dire les parties importantes? Je l'ai fait, lentement. J'ai expliqué comment la fiducie nous protégeait tous les deux, comment elle donnait à l'une ou l'autre des parties une autorité temporaire sur les actifs si l'autre partait sans explication. C'est juste une sauvegarde, avais-je dit. Ça ne s'active que si les choses tournent mal. Elle a bâillé, a signé avec un stylo gel à paillettes, puis a demandé si on pouvait commander taille pour le dîner.
J'ai scanné ce dossier dans un répertoire verrouillé le soir même. Non pas parce que je pensais que j'en aurais besoin, mais parce que quelque chose dans sa façon de tout survoler les contrats, les limites, même mes émotions me disaient qu'un jour, elle trébucherait sur ses propres raccourcis. Ce jour était arrivé. J'ai rouvert le dossier, d'abord numériquement, puis la copie papier de mon coffre-fort. Il était épais, détaillé, précis, conçu avec toute la paranoïa juridique que Clark et moi avions pu rassembler. Elle avait insisté il y a des années pour garder l'enregistrement de sa boutique sous l'égide de la fiducie pour économiser des impôts. Cette seule décision me donnait une large marge de manœuvre juridique sur l'entreprise, car j'étais le constituant initial. Elle pensait que la paperasse était ennuyeuse, sèche, un bruit bureaucratique. Elle ne voyait pas ce que c'était vraiment, un plan de sortie déguisé en responsabilité conjointe. Il m'a fallu 20 minutes pour activer la clause. Une déclaration signée, notariée et horodatée, et le changement a commencé. Le contrôle de la fiducie, à moi. Les clauses de protection des actifs, gelées. Les privilèges matrimoniaux, suspendus en attente d'une audience de réintégration conjointe qui, commodément, ne pouvait être demandée qu'après 30 jours consécutifs de corésidence, et elle venait de partir pour une semaine. J'ai souri. Le genre de sourire lent et silencieux qui n'arrive que lorsque vous réalisez que quelqu'un vous a tendu le couteau sur lequel il est sur le point de trébucher. Mieux encore, elle avait utilisé la carte de crédit partagée de la fiducie pour réserver des soins au spa, des instructeurs de yoga privés et des dîners d'affaires pour les stagiaires en médias sociaux de sa boutique, car tout était techniquement remboursable jusqu'à maintenant. Maintenant, c'était un détournement de fonds fiduciaires à des fins personnelles. Laissons-la expliquer ça à un conseiller fiscal. J'ai déposé le dossier d'amendement avec le coursier de Clark à 18h. Scellé, horodaté et enregistré. 2 copies sont allées au dépositaire de la fiducie dans le Delaware, une à notre comptable de famille, et une à l'associé silencieux de la boutique. Mon cousin Mike, qui ne l'avait jamais aimé et attendait une excuse pour réclamer son investissement. L'échiquier était en place. Elle avait joué aux dames pendant des années, sautant par-dessus les émotions, évitant les conséquences, atterrissant durement sur des déclarations suffisantes comme « tu serais perdu sans moi ». Mais ce n'était pas de l'émotion. C'était de la documentation. Et elle n'avait jamais pris la peine de la lire. C'est drôle, vraiment. Elle se vantait toujours d'être l'organisée. Elle avait des bacs de rangement codés par couleur dans le garage, rangeait notre étagère à épices par ordre alphabétique et créait des tableaux Pinterest entiers sur la façon de désencombrer son âme. Pourtant, elle n'avait jamais ouvert le dossier intitulé « Fiducie financière mutuelle, protocole d'urgence ». Elle l'avait vu, avait levé les yeux au ciel et avait signé en bas de la page. Maintenant, cette signature était une arme. Non pas falsifiée, non pas manipulée, juste activée. Pendant qu'elle sirotait de l'eau au concombre et taguait ses amis dans des publications sur les réinitialisations spirituelles, je réécrivais l'architecture de nos vies. Elle pensait mettre le jeu en pause. Elle ne réalisait pas qu'il était déjà terminé. Le premier mouvement fut si silencieux que même la banque n'a pas sourcillé. Une signature ici, un code de vérification là. L'employé de l'agence me reconnaissait après des années de dépôt le vendredi. Il m'appelait encore « Monsieur », comme si j'étais l'oncle de quelqu'un qu'on ne voulait pas décevoir. Je mets juste à jour certains contrôles internes, ai-je dit avec un sourire. Il a hoché la tête, a tapoté sur son clavier comme si c'était un piano et m'a tendu un dossier intitulé « Réaffectation de l'autorisation de prêt hypothécaire ». Pas de protestation, pas de délai. Elle n'était pas là pour contester, et elle ne le pouvait pas, après avoir volontairement quitté la résidence sans préavis. Clause 12C, encore une fois, la colonne vertébrale de tout ce que je faisais maintenant. Les services publics ont suivi. Électricité, gaz, eau, même le forfait Wi-Fi qu'elle avait insisté pour améliorer pour un meilleur streaming. Tous ont été transférés sur des comptes individuels à mon nom. Pas annulés, juste convertis. La dame de la compagnie d'électricité m'a demandé si je voulais conserver les privilèges de facturation conjugale. J'ai dit non avec un ton comme si je choisissais une autre vinaigrette. La voiture était plus délicate, uniquement parce qu'elle était techniquement à son nom, mais enregistrée à notre adresse commune et financée avec mon crédit. Clark avait aussi prévu ça. Un formulaire de réaffectation de titres de propriété lié à notre contrat de gestion d'actifs partagés, un contrat qu'elle avait signé lorsque nous avions refinancé il y a 3 ans. Je l'ai déposé à la préfecture un mardi matin et j'ai eu le nouveau titre imprimé pour le déjeuner. Elle avait toujours la voiture.
Elle n'en était juste plus la propriétaire. C'était étonnant de voir tout ce qu'on pouvait réorganiser en une semaine si on connaissait le système et qu'on ne s'y est pas. Même la boutique, sa fierté, n'était pas à l'abri. Sur le papier, c'était son entreprise. En réalité, j'avais été l'investisseur de départ, le garant de la ligne de crédit initiale et le co-signataire du bail commercial, ce qui signifiait que, enfoui dans l'accord d'exploitation, encore une fois, classé et oublié, se trouvait une clause permettant à l'actionnaire majoritaire de révoquer les avantages fiscaux conjoints en cas de soupçon d'utilisation abusive ou de fausses déclarations. Ces publications Instagram depuis le spa n'aidaient pas sa cause. Pas plus que les déductions fiscales de la retraite d'entreprise du mois dernier qui comprenaient le service en chambre, des massages en supplément et une bouteille de Veuve Clicquot qui avait été facturée comme divertissement client. J'ai activé la clause discrètement, les déposé par l'intermédiaire de notre conseiller fiscal avec un formulaire 1065 révisé, révoquant le statut d'abri fiscal partagé et signalant un audit en attente. Personne n'a appelé, personne n'a envoyé de mail, juste une coche verte, acceptée, sur le portail des impôts. Ce qui ressemblait autrefois à un mariage avec des finances enchevêtrées ressemblait maintenant à deux étrangers avec des orbites séparées. Le jeudi, j'avais même changé les codes du clavier du garage. Je ne l'ai pas mise dehors, j'ai juste retiré l'ouverture automatique de son application. Une touche symbolique. Si elle voulait entrer, elle pouvait sonner comme une invitée. Il y avait un calme étrange dans tout cela. Pas de cris, pas de rage vengeresse, juste du papier, des signatures et des horodatage. Je portais un jean et une chemise en flanelle pendant la majeure partie du temps, sirotant du café dans la tasse qu'elle m'avait offerte un jour et qui disait « Je ne suis pas en train de me disputer. J'explique juste pourquoi j'ai raison. » Ironique. Cette tasse contenait plus de vérité maintenant que jamais. Je n'en ai parlé à personne. Ni à ma sœur, ni au gars du travail. Ce n'était pas une performance. Il n'y avait pas de déclaration sur les réseaux sociaux, pas de citation cryptique sur la guérison ou la connaissance de sa propre valeur, juste une action silencieuse, comme remplacer une poutre fissurée dans les fondations alors que la maison a toujours l'air bien de l'extérieur. Et la meilleure partie, chaque mouvement que je faisais était légal, réversible uniquement par accord mutuel. Et elle avait brûlé ce pont au moment où elle avait fait son sac Louis Vuitton et déclaré « Peut-être que je devrais partir pour que tu m'apprécies davantage. » Oh, j'appréciais quelque chose. J'appréciais l'immobilité, la clarté, la façon dont la maison sonnait sans son énergie chaotique secouant les murs. Je me suis même surpris à mieux dormir, plus profondément. Pas d'épaules froides tournées loin de moi dans le lit, pas de soupir quand j'entrais dans une pièce. À la fin de la semaine, il me restait une dernière tâche, changer les formulaires de contact d'urgence sur notre assurance, l'exécuteur de notre testament et nos directives médicales. Pour la première fois en 14 ans, son nom n'était pas à côté du mien. Elle pensait que c'était une pause. Elle ne réalisait pas que c'était une transition, chirurgicale, permanente, et dans les règles de l'art. C'est arrivé le 3e jour de son escapade d'émancipation. En milieu d'après-midi, quelque part entre son bain sonore hors de prix et une séance de Reiki avec une femme nommée Saphir qui portait des cristaux en boucle d'oreille. Elle se prélassait au bord de la piscine avec ses amis, téléphone dans une main, ou au concombre dans l'autre, quand ça a sonné. C'était Lara, la responsable du groupe, ce qui n'était pas peu dire. Lara travaillait à temps partiel comme assistante immobilière et s'était un jour vantée d'avoir aidé à rédiger un contrat de location pour une boutique de vapotage. Mais aujourd'hui, sa voix était différente. T'es tendu, à bout de souffle. Et est-ce que tu as retiré ton nom du bail de secours de la maison? Ma femme cligna des yeux derrière ses lunettes de soleil surdimensionnées. Quoi? Non. Pourquoi? La voix de Lara baissa jusqu'à un murmure. Parce que je viens de vérifier. Tu n'es plus dessus. Il y eut une pause. Ma femme se redressa. De quoi tu parles? Ce bail est automatique. Il faudrait qu'il dépose un formulaire auprès du gestionnaire immobilier, et il ne saurait même pas comment faire ça. Une autre voix se fit entendre au téléphone. Courtenay, celle qui avait toujours un nouvel homme et un nouveau procès. Tu n'as pas dit qu'il n'avait même pas lu les papiers de la fiducie quand vous les avez signés? Tu as littéralement dit qu'il n'y connaissait rien à ce genre de choses. Plus de rire en arrière-plan, mais cette fois, il sonnait comme des rires nerveux, comme si quelqu'un avait mal jugé la profondeur de la piscine dans laquelle il plongeait. Ma femme les a d'abord ignorés d'un geste de la main. S'il vous plaît.
Il a probablement engagé quelqu'un pour aller chercher son nettoyage à sec et a envoyé le mauvais formulaire. Il ne sait même pas où se trouve le boîtier à fusible. Mais le doute s'était déjà insinué sous sa peau. Elle a ouvert le portail du gestionnaire immobilier, a tapoté avec la confiance décontractée de quelqu'un qui a toujours supposé avoir le contrôle. La page de statut s'est chargée. Locataire, David Ralston. Secours, non applicable. Elle a fixé l'écran, puis l'a rafraîchi. Même résultat. L'eau de son verre de spa lui a soudain semblé un peu tiède. Les amis se sont penchés, leurs yeux passant de l'une à l'autre. Les rires avaient disparu. Chérie, appelle-le, a dit Lara en la poussant du coude. Juste pour clarifier les choses. Elle a appelé. Ça a sonné une fois, 2 fois. Directement sur la messagerie vocale. Elle a réessayé. Messagerie vocale. Elle a ouvert leur calendrier partagé. Il était vide. Complètement vide. Pas de rappel, pas de date d'échéance de facture, pas de note codée par couleur sur la fête de lancement de sa boutique. On aurait dit un cimetière numérique. Le 3e appel est également resté sans réponse. Puis elle a essayé son email, celui qu'ils utilisaient pour les factures communes. Bloqué. Elle a froncé les sourcils. Pas possible, a-t-elle murmuré, en essayant son adresse personnelle. Il a rebondi instantanément. Elle a ri, un rire forcé et strident. Ok, eh bien, il est clairement mesquin. C'est le comportement classique de l'homme blessé. Tu leur mets un peu la pression, et ils se taisent. Il essaie de me déstabiliser. Mais Lara fixait toujours son téléphone. Attends, je viens de retrouver le dossier de la fiducie de l'époque où vous avez signé chez ce notaire. Tu te souviens, l'après-midi ennuyeux avec les sandwichs au thon? Ma femme était maintenant visiblement tendue. Oui, et alors? Il est écrit ici, clause 12C, le contrôle fiduciaire unilatéral peut être assumé en cas d'absence volontaire dépassant 48 heures sans notification de la copartie. Elle a cligné des yeux. Quoi? Courtney s'est penché. Alors, attends, tu es parti. Tu ne lui as rien dit. Et ça fait 3 jours. Elle la fixait toute. Sa bouche s'est légèrement ouverte, mais rien n'est sorti. Le ton de Courtney a changé. Ce n'est pas toi qui le manipule. C'est lui qui te manipule. Non, a-t-elle dit en se levant. Non, il ne ferait pas ça. Il n'est pas câblé comme ça. Ce n'est pas lui. Mais sa voix ne semblait pas convaincue. Même pas pour elle-même. Parce que pour la première fois, il lui est venu à l'esprit, et si l'homme qu'elle pensait toujours avoir 3 pas de retard avait simplement arrêté de courir la course et avait commencé à poser des pièges à la place. Elle a essayé de l'appeler à nouveau. Messagerie vocale. Pas de sonnerie cette fois, juste le silence. Le genre de silence qui semble chirurgical, calculé. Les autres faisaient maintenant semblant de faire défiler leur téléphone, sans la regarder dans les yeux. Il a fallu 3 heures pour que la panique s'installe complètement. Elle s'est excusée tôt du dîner, prétextant une migraine, mais a passé la soirée à envoyer frénétiquement des SMS à d'anciens contacts, avocats, amis communs, même Clark, sans savoir qu'il avait depuis longtemps choisi son camp. Elle pensait que ce voyage était une leçon, une pause pour récupérer son espace. Mais le seul espace qu'elle avait maintenant était le vide grandissant entre l'homme qu'elle pensait avoir épousé et celui qui démantelait tranquillement son royaume, une signature à la fois. Elle est revenue 2 jours plus tôt, ce qui, dans son esprit, devait ressembler à un grand acte de miséricorde, comme Cléopâtre descendant de son trône pour offrir sa grâce. Les roues de sa valise cliquetaient sur le parquet avec ce rythme autoritaire que seule une personne vraiment inconsciente peut avoir. Elle avait même un demi-sourire narquois en franchissant la porte d'entrée, s'attendant à quoi? Moi, assis à la table de la cuisine, les yeux bouffis, prêt avec des excuses à moitié marmonnées sur le fait qu'elle m'avait manqué. Les clés fonctionnaient toujours. Je les avais laissées ainsi exprès. La prévisibilité a du pouvoir, surtout quand elle mène votre adversaire à la mauvaise conclusion. Elle a poussé la porte avec un peu plus d'éclat, peut-être pour un public imaginaire, et s'est arrêtée dans l'entrée comme si elle attendait quelque chose. Du bruit, du mouvement, un salut, n'importe quoi. Rien. Elle a appelé une fois. David? Silence. La maison n'était ni froide, ni chaude. Elle était équilibrée, neutre, un lieu sans humeur à laquelle elle pouvait se plier.
Ses talons ont claqué en direction de la chambre. La première vraie fissure sur son visage est apparue lorsqu'elle a tourné la poignée de la porte et a vu le lit parfaitement fait, comme dans un hôtel. Draps impeccables, oreillers décoratifs, et complètement vide de ses affaires. Pas de peignoir sur le crochet, pas de produits capillaires sur la commode, pas de sac fourre-tout à moitié déballé déversant des reçus et de la crème pour les mains. Juste de l'espace. Elle est restée là quelques secondes, confuse, avant de repérer le mot plié sur le comptoir de la cuisine. La chambre d'amis est prête. Fais-moi savoir quand tu voudras discuter des prochaines étapes. Pas de signature, pas de fioriture, juste de l'encre noire sur du papier blanc. Elle a reniflé, un son amer et incrédule. Waouh, il en fait tout un plat. D'accord. Elle a secoué la tête comme si elle était la seule scène d'esprit dans une pièce de fou, comme si j'avais juste piqué une crise en son absence et déplacé ses affaires pour marquer le coup. Mais elle n'avait même pas encore commencé à lire. Ce n'est que lorsqu'elle a ouvert son ordinateur portable et consulté ses emails que son rire est mort dans sa gorge. Le premier a frappé comme une légère gifle. Avis de modification d'accès au compte. Autorité fiscale foncière réattribuée. Puis un autre. Notification de transfert de contrôle, fiducie familiale Ralston. Signataire principal mis à jour. Sa boîte de réception contenait 13 messages non lus. Au 5e, sa mâchoire s'était crispée. Au 8e, ses doigts étaient figés sur le trackpad. Et puis l'email de la boutique. Objet, dépôt de changement de désignation de partenariat accusé de réception. La boutique, son bébé, celle qu'elle avait construite à partir de tableaux Pinterest et de designers de logos hors de prix. Elle a cliqué pour l'ouvrir, espérant un bug du système, une mauvaise blague. À la place, c'était une confirmation du registraire de l'État. Le contrôleur financier principal avait été redésigné. Conformément à la clause 6B déposée, le membre votant de la fiducie avait réattribué les privilèges commerciaux. En attente d'audit. Sa boutique ne vivait plus sous l'abri fiscal partagé. Elle vivait maintenant sous mon seul parapluie. Elle a sauté sur le tableau de bord du portail. La moitié des paramètres étaient grisés. Son rôle d'administrateur était toujours là, mais dépouillé de toute autorité. Elle a essayé de réinitialiser ses autorisations et a obtenu un message d'erreur. Elle a appelé l'associé silencieux. Mon cousin Mike. Et, c'est moi. Je dois régler un truc avec. Il l'a interrompu. Tu devras voir ça avec David. Elle a cligné des yeux. Quoi? Non, c'est moi qui. Il l'a interrompu à nouveau. Plus maintenant. Les contrôles de la fiducie ont changé. Il détient la majorité de l'influence maintenant. Tu es parti, tu te souviens. Elle a à peine réussi à dire au revoir avant que la ligne ne se coupe. Elle a jeté son téléphone sur le comptoir et a commencé à faire les 100 pas, parlant à personne. C'est illégal. C'est de la manipulation. Je suis parti 5 jours. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Sauf que si, parce qu'elle l'avait signé. Parce que j'avais lu chaque clause, parce qu'elle en avait ri, trop occupée à envoyer des SMS à ses amis pour savoir si elle devait se faire une frange rideau à nouveau. Elle a passé l'heure suivante à fouiller dans les tiroirs, à vérifier le coffre-fort de la maison, à ouvrir des dossiers comme si elle pouvait trouver un levier caché à tirer. Mais tout ce qu'elle a trouvé, c'était le silence, l'ordre, un environnement désormais immunisé contre son chaos. Et puis elle a fait l'erreur d'ouvrir le lecteur partagé. Sauf qu'il n'était plus partagé. Accès révoqué. Tout. Elle a claqué l'ordinateur portable, s'est plantée au milieu de la cuisine et a crié « David ». Pas de réponse. J'étais à la maison, bien sûr. Je n'avais juste plus envie de jouer. Elle n'était pas rentrée chez un homme rampant pour son affection. Elle était revenue dans une forteresse, et elle ne savait même plus où se trouvait la porte d'entrée. Elle est entrée dans la banque comme si elle en était la propriétaire, comme si ses talons avaient le pouvoir de lui frayer un chemin. Les portes vitrées se sont ouvertes en grand, comme si le monde lui devait la conformité. Cheveux parfaits, lunettes de soleil relevées sur sa tête comme une couronne, lèvres serrées de détermination. Elle ressemblait à quelqu'un sur le point de porter plainte, pas de perdre un royaume. Les caissiers lui ont adressé les hochements de tête polis habituels, ceux qu'on réserve à quelqu'un qui était important autrefois. Elle n'a pas remarqué le changement de ton, la façon dont ils évitaient son regard après le premier coup d'œil. Elle s'est dirigée d'un pas arrogant vers le bureau d'accueil et a dit « Bonjour,
je dois parler à votre directeur d'agence maintenant. Est-ce que cela concerne un compte, a demandé la jeune réceptionniste, trop calme. Oui, nos comptes. Compte courant joint, épargne, ligne de trésorerie de l'entreprise. Le nom est Ralston. La réceptionniste a tapé avec une urgence feinte, puis a dit, un instant, madame, et a disparu à l'arrière. Elle a jeté un coup d'œil à son téléphone. Pas de message, pas d'appel manqué, juste un vieux SMS de Lara datant d'une semaine qui disait « Il est trop silencieux. Fais attention ». Elle n'avait pas répondu à celui-là. Le directeur de l'agence est sorti quelques minutes plus tard, un homme nommé Kent que nous avions rencontré une fois lors d'un bilan trimestriel. Un type sympa. Portait une cravate même quand personne d'autre ne le faisait. Aujourd'hui, son visage semblait dire qu'il avait tiré la courte paille. « Madame Ralston », a-t-il salué, tendant une main qu'elle n'a pas prise. « Parlons dans mon bureau. » Elle l'a suivi avec ce sourire crispé que les femmes arborent quand elles pensent être sur le point de faire honte à quelqu'un pour le soumettre. Une fois la porte fermée, elle a abandonné la comédie. « Qu'est-ce qui se passe avec nos comptes ?» Il lui a fait signe de s'asseoir. Elle n'a pas bougé. « Madame Ralston », a-t-il commencé prudemment, comme un homme désarmant une bombe, nous avons reçu une demande de reclassification la semaine dernière. La propriété et le contrôle ont été réattribués sur la base de l'activation de la fiducie et d'un avis documenté. Elle a cligné des yeux. Reclassification ? Qu'est-ce que ça veut dire ? La désignation conjointe a été gelée, a-t-il dit. En attente d'arbitrage. Monsieur Ralston a déposé un avis en vertu de la clause 12C de votre fiducie partagée. Elle accorde un contrôle unilatéral si une partie quitte volontairement la résidence partagée pendant plus de 48 heures sans documentation ou nécessité médicale. Sa bouche s'est ouverte. C'est refermé. Cette clause ne veut pas dire ça. Il ne peut pas simplement me bloquer l'accès à notre propre argent. Je ne suis pas avocat, a dit Kent calmement en joignant les mains. Mais le document de fiducie est juridiquement contraignant et a été reconnu comme valide par notre équipe de conformité. Elle a regardé autour du bureau comme quelqu'un cherchant des caméras, comme si c'était une farce élaborée. J'ai besoin d'accéder à la ligne de crédit de ma boutique maintenant. Je suis désolé, a-t-il dit. Cette ligne a été réattribuée au constituant principal. Elle est en cours d'examen en attente d'un audit de propriété. Vous pouvez soumettre un dossier de litige si vous le souhaitez. Sa voix s'est élevée. Un dossier de litige ? Vous êtes sérieux ? Vous me connaissez, Kent. Vous avez vu mon nom sur tous les fichus chèques ces 3 dernières années. J'ai aussi vu votre nom disparaître de la désignation d'abri fiscal, a-t-il dit, toujours calme, toujours professionnel. Il y a 4 jours. Elle s'est assise lourdement sur la chaise qu'elle avait refusée plus tôt. L'impact a résonné dans la pièce. Je suis parti 5 jours. Il n'a pas répondu. Il lui a juste jeté le regard que les professionnels réservent aux gens qui n'ont jamais pensé que les conséquences arriveraient. Et vous l'avez laissé faire tout ça sans m'appeler. Il ne vous a pas retiré de la fiducie, Madame Ralston, a dit Ken doucement. Il a juste activé une clause. Une clause que vous avez signée. Sa voix s'est abaissée à un murmure. Il m'a piégé. Je ne peux pas parler de ses intentions, a répondu Kent. Mais tout ce qu'il a fait est documenté et actuellement en conformité. Elle est restée là, stupéfaite, pendant que son téléphone vibrait à nouveau. Un nouvel email. Celui-ci du processeur de paiement de la boutique. Avis, méthode de paiement mise à jour par le contrôleur autorisé. Elle ne l'a même pas ouvert. Elle a levé les yeux vers Kent et sa voix s'est légèrement brisée. Vous ne comprenez pas. C'était censé être mon coup, juste une remise à zéro. Pas ça. Kent a affiché un sourire poli et bureaucratique. Alors peut-être que ce n'est pas une question d'argent. Peut-être que c'est une question de contrôle. Elle s'est levée brusquement, faisant tomber son sac sur la chaise. Sa sortie fut plus silencieuse que son entrée. Pas de contact visuel en sortant. Pas de hochement de tête des caissiers. Seulement le doux digne des portes vitrées se refermant derrière elle. Elle s'était attendue à le trouver blessé, peut-être boudeur, mais elle a trouvé un homme qui avait simplement agi plus vite et s'était assuré que tout avait un reçu. Elle était assise au comptoir de la cuisine, les épaules voûtées, fixant la bouteille de vin qu'elle avait l'habitude de lui reprocher de boire. Trop sec, disait-elle.
Ça te donne une odeur de prêtre à la retraite. Maintenant, elle s'en versait un verre sans hésitation. La seule chose familière dans une maison qui semblait soudain appartenir à un étranger. Elle avait passé la journée entière à appeler, à supplier, à tourner en rond, à s'agripper à de l'air bureaucratique. Chaque porte qu'elle ouvrait se refermait sur elle, les comptes gelés, la fiducie activée, la boutique contrôlée, le bail modifié, la voiture réimmatriculée. Elle ne l'avait toujours pas vu, n'avait toujours pas entendu sa voix, pas même un « bienvenue à la maison ». Il était passé en mode fantôme complet. Sauf que les fantômes ne réorganisent pas votre vie avec une précision notariée. Vers 21h42, sa boîte de réception a sonné. Un nouvel email de David Ralston. Représentation légale. Objet, séparation d'intérêts. Clause de déclenchement volontaire exécutée. Pièce jointe, séparation clause 12 c'est exécuté.pdf. Sa main a plané au-dessus du trackpad pendant 5 bonnes secondes avant qu'elle ne clique. Le document s'est ouvert dans une fenêtre grise et stérile. Pas de commentaires, pas de jubilation, juste des faits. Des faits nets, ennuyeux, dévastateurs. Conformément à la section 12C de la fiducie mutuelle Ralston et suite à une absence documentée non notifiée du co-signataire dépassant 48 heures, la partie restante a exécuté une séparation unilatérale des intérêts. Les actifs, les responsabilités et les autorités ont été réattribués comme indiqué ci-dessous. Il y avait des puces, des graphiques, des signatures, des horodatages. Tout était légitime. Le coup de grâce était enfoui vers la fin. Cette action est non réversible sans l'accord du co-signataire et un minimum de 90 jours de cohabitation en vertu de la clause 14A. Elle a relu cette ligne 2 fois, 3 fois. 90 jours. Elle devrait vivre avec lui, sous son toit, selon ses règles, pendant 90 jours, juste pour mériter le privilège d'annuler tout ça. Le même homme qu'elle avait l'habitude de corriger en public. L'homme dont elle jetait les chemises sans demander. L'homme qu'elle entraînait, comme elle le disait en plaisantant à ses amis, comme un chien de refuge qui aboie trop. Maintenant, ce chien détenait l'acte de propriété, les comptes et la clé de la cage qu'elle n'avait jamais vu se refermer. Elle a appelé son avocat, Marc, un vieil ami d'université de Lara avec des dents parfaites et une mauvaise mémoire pour les délais. Il a décroché à la 3e sonnerie. Rachel ? Je viens de recevoir un document de son conseil. Il a activé la clause de déclenchement, à tout prix, dit que c'est moi qui l'ai initié. Peut-il faire ça ? Il y eut une longue pause. Une très longue pause. Puis un soupir. Techniquement, oui. Comment ça, techniquement ? Je veux dire, tu as quitté la résidence principale sans préavis écrit préalable pour une durée dépassant le seuil défini dans la fiducie. Tu es parti plus de 48 heures. C'est la condition. Tu l'as déclenché. Elle a dégluti difficilement. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire quand je suis parti. Je comprends, mais ce que tu voulais dire n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que tu as signé. Ses yeux la brûlaient. Alors, je suis juste. Quoi ? Foutu ? Autre pause. S'il ne veut pas revenir en arrière, oui. Elle a raccroché sans dire au revoir. Le vin avait soudain un goût d'acide. Elle a claqué le verre et a fait les 100 pas dans la cuisine. Pieds nus maintenant. Le sol était plus froid qu'elle ne s'en souvenait. Son téléphone a vibré à nouveau. Un autre email. Celui-ci du tableau de bord numérique de la fiducie. Accès de co-contrôleur révoqué. Autorité actuelle, David Ralston. Si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur, veuillez contacter votre représentant légal. Elle a fixé l'écran jusqu'à ce qu'il s'éteigne. C'était censé être une démonstration de force, une remise à zéro, quelque chose pour lui apprendre un peu d'humilité. Au lieu de cela, elle avait sauté d'un rebord qu'elle ne savait pas exister, et il ne l'avait pas rattrapé. Il avait tracé la ligne avec de l'encre et des statues, pas de la colère. Elle s'attendait à entendre sa voix, à le voir furieux, en larmes, quelque chose. Mais il n'y avait pas de son, pas de combat, juste l'indifférence froide d'un homme qui avait déjà décidé. Elle était déjà partie. Il ne faisait que rendre les choses officielles. Elle a choisi le restaurant elle-même. Un endroit neutre, assez chic pour préserver la dignité, mais assez décontracté pour qu'elle puisse prétendre que ce n'était pas une tournée d'excuses. Serviette en lin, pas de bougie, une banquette dans un coin. Elle portait du bleu marine,
ce qui était rare pour elle. Elle avait dit un jour que ça la rendait blafarde, lui donnait l'air fatigué. Mais ce soir, ça l'adoucissait d'une manière qu'elle ne pouvait plus simuler. Je suis arrivé à l'heure pile. Ni en avance, ni en retard. Pas de fleurs, pas de poignée de main, juste un signe de tête polie en m'asseyant en face d'elle. Elle a commencé par des banalités. Le temps, la circulation, un commentaire ridicule sur le fait que les choux de Bruxelles au menu étaient autrefois nos préférés. Je ne l'ai pas corrigé. Le silence s'est étiré. Finalement, elle s'est penchée en avant, les paumes à plat sur la table comme pour s'ancrer. David, nous ne sommes pas obligés de faire ça. Je sais que les choses se sont compliquées, mais nous pouvons nous en sortir. Tu es toujours toi. Je suis toujours moi. Ce n'est pas cassé. Nous nous sommes juste perdus de vue. Elle a souri, un petit sourire prudent, répété. Je l'ai laissé parler. Elle a utilisé des mots comme « réinitialiser »,« reconstruire » et « fondation », comme si nous dessinions des plans au lieu d'être assis dans des ruines. Elle a mentionné la « communication » 4 fois, la « guérison » 2 fois, et a glissé le mot « boutique » 1 fois, comme si c'était une réflexion après coup, et non une artère centrale de la dissection. Quand elle a fini, elle a joint les mains soigneusement et a attendu. Comme si j'étais un juge sur le point de rendre une sentence. Mais il n'y avait pas de sentence, juste des faits. J'ai bu une gorgée d'eau, j'ai reposé le verre doucement. Tu m'as dit d'apprendre une leçon, ai-je dit. Calmement mais clairement. Elle a cligné des yeux. Quoi? Je lui ai offert un léger sourire. Le genre de sourire que les gens ont aux enterrements. Ce soir-là dans la cuisine. Tu te souviens? Tu as dit que je devrais peut-être être seul un moment. Voir ce que ça fait. Elle a baissé les yeux. J'ai continué. Je l'ai fait. J'ai appris à quoi ressemble la paix. J'ai appris que l'absence ne fait pas mal quand la présence était déjà vide. J'ai appris qu'aimer quelqu'un qui vous maintient dans une dette émotionnelle, ce n'est pas de l'amour. C'est de la survie. Sa voix était à peine un murmure. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est ce que tu m'as appris. Le serveur est arrivé avec l'addition, la posant délicatement entre nous comme une bombe. Elle a eu le réflexe de tendre la main, essayant d'esquisser un geste de bonne volonté. J'ai levé une main. C'est déjà payé. Elle s'est figée. Je me suis levé lentement, ajustant ma veste. J'apprécie le dîner, ai-je dit. Et la performance. Elle a levé les yeux, cherchant dans mon visage de la douceur, quelque chose avec quoi négocier. Il n'y avait rien. Je ne te déteste pas, ai-je ajouté. Mais je ne te dois plus rien non plus. Je me suis tourné pour partir, puis je me suis arrêté au bord de la table. Tu as dit que l'espace nous aiderait à grandir. Tu avais raison. Elle a essayé de parler, mais je m'éloignais déjà. Elle est restée derrière, assise seule à une table pour deux, avec une chaise vide en face d'elle et un serveur attendant patiemment de débarrasser les assiettes. Et pour la première fois, elle a réalisé quelque chose d'horrible, je n'étais pas venu pour me disputer. J'étais venu pour mettre fin à la conversation. Et je n'avais même pas besoin de son accord. L'enveloppe est arrivée dans une pochette blanche ordinaire. Pas de fanfare, pas d'adresse d'expéditeur qu'elle reconnaîtrait, juste un bordereau de remise contre signature du coursier et une fine tranche d'angoisse alors qu'elle la retournait dans ses mains. Ses ongles, fraîchement manucurés pour personne en particulier, se sont légèrement enfoncés dans le coin alors qu'elle l'ouvrait. Elle savait déjà ce que c'était, avant même que le rabat ne cède. À l'intérieur, 3 documents soigneusement agrafés, impeccables, sans pli. Le premier était une notification formelle de transfert de propriété. Résidence principale Ralston. À compter de ce jour, plein droit, titre et acte réattribués à David Ralston. Le second, accusé de dissolution d'accord matrimonial mutuel. Présigné par les deux parties. Sa signature, scannée d'un document précédent où elle avait approuvé une clause de renouvellement sans lire les petits caractères, avait déclenché une clause secondaire permettant un retrait mutuel sans réunion physique. L'ironie de sa propre paresse dissolvant son mariage en son nom ne lui a pas échappé. La 3e page n'était pas légale. Elle n'était pas notariée. Elle n'était pas nécessaire. Elle était personnelle. Manuscrite. Encre noire sur papier blanc. Tes amis avaient raison. Tu m'as appris une leçon.
Juste pas celle que tu avais l'intention de donner. Pas de nom, pas d'adieu. Elle l'a lu une fois, 2 fois, puis encore. La pièce est soudain devenue trop silencieuse. Le bourdonnement du réfrigérateur devint un cri. L'air semblait plus lourd autour de son cou. Elle se déplaça vers le canapé lentement, comme si chaque pas était une négociation, et s'assit avec les documents étalés sur ses genoux. Elle n'a appelé personne. Il n'y avait pas de performance pour laquelle se mobiliser. Pas de chœur d'amis pour scander des slogans sur l'amour-propre et la reprise de son pouvoir. Même elles étaient devenues silencieuses. Même Courtney, qui avait dit un jour, il est inoffensif. Tu pourrais marcher sur cet homme en talons aiguilles. Personne ne répondait maintenant. Le groupe de discussion du SPA s'était tari. Les publications sociales de cette semaine Mimosa, plage, émancipation pieds nus étaient toujours là, mais maintenant, elles ressemblaient à des photos de scènes de crime. Elle a essayé de lui envoyer un dernier SMS le lendemain de leur dîner. On peut reparler ? Le message n'a jamais été livré. Elle tenait le mot dans sa main, le fixant comme s'il allait changer sous la pression, mais il n'a pas bougé. Il est resté là. Final, froid, précis. Elle est partie une semaine. C'est tout ce qu'il a fallu. Une seule semaine pour qu'il transforme des années de tolérance silencieuse en une stratégie. Elle pensait appuyer sur pause. Il écrivait le point final. C'était étrange comme la maison avait l'air ordinaire. Les coussins du canapé toujours gonflés. La photo encadrée de Santa Barbara toujours accrochée au-dessus de la console, bien qu'elle semblât maintenant être un mensonge qu'elle n'avait pas encore décroché. Elle a regardé son reflet dans l'écran noir de la télévision. Son visage n'avait pas changé, mais tout le reste si. Et le pire, la partie qui allait ramper derrière ses côtes et y vivre longtemps après que la paperasse soit rangée dans des boîtes, c'est qu'il n'avait jamais crié une seule fois, jamais menacé, jamais supplié. Il était juste parti. Pas physiquement, pas de manière spectaculaire, mais entièrement. Émotionnellement, légalement, spirituellement. Elle ne savait pas à quel moment exact elle l'avait perdu. Ce n'était pas quand elle avait fait ses valises. Ce n'était pas quand ses amis avaient gloussé devant des cocktails en appelant ça une « remise à zéro ». C'était quelque part dans tous les roulements d'yeux, la condescendance, les 100 petites manières dont elle avait érodé quelqu'un de trop décent pour se battre à voix haute. Jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Jusqu'à ce qu'il n'en ait plus besoin. Maintenant, il n'y avait plus de leçons à donner, juste des conséquences à vivre. Il était parti, et elle était toujours là. Assise au milieu d'une maison qui ne lui appartenait plus, tenant une lettre contre laquelle elle ne pouvait pas argumenter, venant d'un homme qu'elle ne reconnaissait plus. Elle est partie une semaine. Il est parti pour toujours.